الزول في اللون وغالد لما غوغوس بروفيسور رشيد بن حدادي غطاسك نو ديفانا غطاسك دي قارني وشوط تسوى دغا اشكون ماشي ديوث نسنف تغاوساري دي ضغان كان دي قوان يعني اناريك سن مليح انار لوكران ذنوس دوانك يضغون كان كيرا سن مساكين 24 فورا يدي ذا نشوال يعني لوكران ذنوس ثلاثة يسقوسن زرين تحاوش وين يضان وين دي تسدون وكي يعني سنتالد ناوي يذس لن وياض سينير رشيد بن حدادين الزول لك. Zola Rachid, Zola, tout ceux qui nous écoutent. اسقسيين تيريث ديلين اصل فرنسيست اون فرونسي شكون نبغى غادي فهمن وقادر دي تبع نتمثل تقبليه لا دغا لو بوبليك فرانكوفون دو كيباك ذاكي ديال كندا فهمن جا كيضرون بروفيسور بن حدادي لا toute première question le 24 février 22 donc 3 ans déjà se sont écoulés depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour commencer, ça serait bien si vous pouvez nous faire un bilan sur l'origine de cette guerre et un topo de l'état des lieux. Excellent. D'abord, pour l'origine de cette guerre, donc on a deux narratifs. Le narratif russe qui veut que c'est le refus de l'Occident de lui admettre ses préoccupations sur sa sécurité, qu'il pense être menacé par l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, qui est à l'origine de cette guerre. Et puis le narratif ukrainien, plutôt occidental, de dire que cette guerre, c'est une guerre impériale de la Russie de Poutine qui veut recréer la grande URSS ou la Russie tsariste. Alors, et que l'Ukraine, pour eux, c'est juste un hors-d'œuvre, les autres allaient suivre. En fait, si on regarde maintenant avec le recul les faits ils ne plaident pas en faveur de cette théorie, selon moi, car il apparaît désormais de plus en plus clairement, avec de nouveaux éléments, que ce sont effectivement les tentatives d'intégrer l'Ukraine au sein de l'OTAN qui sont à l'origine de cette guerre. Et clairement, donc, c'est les États-Unis en particulier, l'Occident en général, ils n'ont pas poussé à l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Aujourd'hui, on n'aurait pas eu la guerre actuelle, on n'aurait pas eu la guerre de 2014 au Donbass, on n'aurait pas eu les quatre régions annexées par la Russie, on n'aurait pas eu la Crimée également annexée par la Russie. Et, et un fait quand même assez significatif qui montre cette tendance-là, c'est que 2 semaines après le début des hostilités, l'Ukraine avait proposé un arrangement aux Russes qui impliquait sa neutralité. Et le deal, il a été cassé par un voyage éclair du Premier ministre british en Ukraine, donc à Kiev. Donc, c'est les anglo-saxons qui ont tué dans l'œuf donc le projet d'arrêter cette guerre. Alors maintenant, si on parle de cette guerre, un topo assez rapide, donc l'Ukraine a perdu 20% de sa population. On parle très très peu de ça, on parle des 20% de territoire, mais l'Ukraine est déjà amputée de 20% de sa population et elle a perdu également. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a eu quand même la mort de 20% de sa population? Non, Non. non, non, désolé, je devais spécifier. Non, Ouais, non, ouais. non, pas du tout. Ce sont surtout les départs massifs vers D'accord. l'Occident et vers la Russie. Et donc, on parle de 10 millions quasiment de personnes D'accord. qui sont parties. C'est vraiment en plus là, des bilans qui sont sur le terrain, donc des morts civiles, civiles et D'accord. militaires. Donc, il y a très peu de chances en plus qu'ils reviennent, mais ça, c'est un autre débat, on va dire. Et 20% du territoire. Donc, la Russie a perdu, donc, au niveau des deux républiques sécessionnistes qui sont Luhansk et Donetsk. Luhansk, c'est la région, comme je l'ai dit, hein, dans les émissions passées que je connais le plus. J'ai fait une partie de mes études là-bas. Luhansk, c'est quasiment 100% de Luhansk qui est récupéré par la Russie. Et pour Daniel, c'est à peu près 2 tiers. C'est également 2 tiers pour les régions de Kherson et Zaporozhye.
Et si on regarde un peu ce qui se passe en ce moment, les plus grands accrochages, ça se passe du côté de Donetsk. Ça s'explique par le fait que Donetsk, les Russes, ils en font leur priorité parce que bah, si vous prenez l'aéroport de Donetsk ou le centre-ville de Donetsk, il y a encore un mois en arrière, ils étaient régulièrement bombardés par les forces gouvernementales. Donc, les Russes essaient d'éloigner le plus possible donc, les forces de Kiev de cette région-là. Donc, les plus grandes batailles, elles ont vraiment lieu dans cette région-là. Et ce qui se passe, c'est que on assiste plutôt à des grignotages, hein, parce que c'est quand même la guerre dans Donetsk, ça dure depuis 2014. Et donc, les lignes de part et d'autre sont vraiment très, très raffermées, mais on parle de fragilisation du côté ukrainien parce que si les Russes arrivent à percer du côté de Donetsk, ça va être la plaine ensuite jusqu'au Dniepr et ils vont être encore davantage en mesure de négocier en position de force. Donc voilà un peu aussi qu'on est rendu au jour d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va dire, c'est le premier jour de la quatrième année de cette guerre. Merci. Peut-être Oui, peut-être un mot, Rachid, juste supplémentaire. oui. Je sais probablement que tu vas me poser une question Mhm. là-dessus tout à l'heure. C'est concernant les prétentions territoriales de la Russie. C'est important de souligner que la Russie avait zéro prétention territoriale sur l'Ukraine avant le début de cette guerre. Et il se dessine très, très bien que maintenant, ben, ça va être le gros enjeu. Il y a un changement majeur à ce niveau-là, puisque la Russie, semble-t-il, ne va pas rétrocéder les territoires qu'elle occupe. Il y a une nouvelle donne qui est en train de se dessiner avec l'arrivée de Trump dans sa deuxième version, 2.0 au pouvoir. D'ailleurs, il est en train de bouger dans tous les sens. Il donne l'air de prendre le taureau par les cornes avec ses dernières interventions et la rencontre qu'il a eue à Riyad, en Arabie Saoudite. Ma question est la suivante. Elle y a à trois volets, hein. Là, d'abord, comment voyez-vous l'incidence de l'élection de Trump? Et de deux, pensez-vous qu'il est capable de mettre un terme à cette guerre? Et de trois, c'est quoi les scénarios possibles de fin de guerre? Waouh, trois questions, Beaucoup de choses. effectivement. Oui, beaucoup. Ben, on va essayer peut-être d'aller dans l'ordre. Euh, En fait, si on regarde maintenant ce qui se passe en particulier depuis la semaine passée, beaucoup disent que Trump est en train de dynamiter la situation. Et il y en Mhm. a très, très peu qui disent qu'il est en train de dynamiser. Il donne une nouvelle dynamique. Moi, je suis plutôt de cet avis-là et je l'assume parce que Trump, il a quand même un mérite pour moi qui est indéniable. Il est en train d'essayer de jouer la désescalade. Il est en train de jouer la diplomatie. Il est en train de renouer le dialogue avec les Russes. Et Mais lui-même le dit. on peut dire diplomatie autrement, pas comme on l'a connu avant. Exact, exact. Et lui, quand il parle de renouer avec les Russes, il ajoute les Russes et leurs 6000 ogives nucléaires. Donc, lui, il est quand même conscient que les grandes puissances que sont la Russie et les États-Unis, ils ne peuvent pas continuer à ne pas se parler. Donc, c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau, peut-être le début de la fin de cette guerre. Il y a une phrase également qui m'a pas échappé de Trump. Elle est également récente. Il parle de dictateur. Je ne porte pas de jugement là-dessus par rapport à Zelensky. Et il ajoute une phrase sur ça là qui me semble qui est un enjeu majeur. Il doit se dépêcher de négocier, sinon il ne lui restera pas grand-chose à négocier. Donc c'est clair que la démarche de Trump, on l'a vu venir avec son vice-président, hein, Vance. Vance, Mhm. lui, juste après les élections, hein, avant même que Trump ne soit, on va dire avant le 20 janvier, ne rentre en fonction, lui, il a carrément parlé de mise en place d'une ligne tampon démilitarisée, donc démarcation entre les troupes, gel de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et ce qui implique donc que l'Ukraine va céder des territoires. Et est-ce que ça, c'est une base de discussion possible?
Moi, je pense que oui, mais comme on dit toujours, le diable va être dans les détails, hein. Surtout qu'il y a un paramètre important sur lequel on ne met pas suffisamment l'emphase. Il n'y a pas de relation de confiance de part et d'autre. Donc, il y a d'abord toute une mesure de confiance à restaurer peut-être. Et Trump, il est pressé. Et je pense qu'il a raison d'être pressé parce que je pense que Trump, il a 2 années pour arriver à arrêter cette guerre parce que dans 2 ans, ça va être les élections de mi-mandat. Et s'il n'arrive pas à obtenir des résultats d'ici là, ce n'est pas après qu'il va être en mesure de les obtenir. C'est pour cela d'ailleurs que certains disent que Trump, il va sacrifier l'Ukraine en imposant une condition, en imposant une paix aux conditions des Russes, hein. Euh, Moi, je pense que Trump, ça c'est une opinion, parce que quand c'est une opinion, il faut vraiment la prendre comme une opinion, c'est pas forcément un fait, mais je pense que Trump, il est convaincu qu'il sera impossible à l'Ukraine, pour ne pas dire l'Occident, de battre la Russie. Et il est en train d'initier une politique en conséquence, ce que les autres leaders ont apparemment de la misère à accepter, à mettre de l'avant. Et puis, le paramètre est que bah, il y a toujours la volonté d'aider l'Ukraine, mais il apparaît maintenant de plus en plus que les capacités d'aller de l'avant dans cette aide-là, elles sont de moins en moins présentes. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on va se parler tout à l'heure, si tu veux, par rapport à l'Union européenne, mais Tout si à si fait. on continue toujours avec Trump, moi, les scénarios, Rachid, possibles que je vois pour la fin de cette guerre, je pense que c'est les mêmes qu'on a déjà discuté Oui. il y a 2 années en arrière, Et tu voire. sais, Rachid, il y a beaucoup qui me disent, écoute, c'est pour ça qu'ils me disent, pourquoi tu ne ramènes pas Rachid? C'est toujours un autre son de cloche. On sort un peu des mainstream, comme on dit, là, les médias, qui ne disent pas toute la vérité. Ils apprécient beaucoup en vous cette franchise et cette façon de voir les choses et qui se sont réveillés vrais à la fin. Voilà, c'est juste pour mettre cette précision. Continuez. Euh, Regarde, Rachid, moi, je t'avais dit il y a plus de 2 ans que je ne vois pas la Russie se satisfaire d'un simple cessez-le-feu. Parce que simple cessez-le-feu, ça veut dire que c'est 3 années comme s'il n'y a rien qui s'était passé. Donc, clairement, s'ils n'arrivent pas à trouver une entente dès le départ sur, c'est pas juste le cessez-le-feu, mais c'est quoi les bases de ce cessez-le-feu-là, ben, les Russes vont continuer à asphyxier l'Ukraine. J'ai déjà mis de l'avant qu'il y a encore 4 autres territoires oblasts russophones en Ukraine qu'ils vont possiblement occuper. Euh, j'ai beau dire que la Russie n'avait pas de prétention territoriale, mais clairement, ils sont en train de grignoter et l'armée de Kiev risque peut-être à un moment donné peut-être de lâcher. Donc clairement, la Russie, je pense que le paramètre fondamental qui doit être mis de l'avant pour trouver une entente, et ça, Rachid, peut-être le mérite de ton émission y a contribué, c'est que pour les Russes, c'est vraiment l'appartenance de l'Ukraine, la future appartenance de l'Ukraine à l'OTAN qui est le problème numéro un. Et dans une des émissions, je t'avais même mis de l'avant que normalement, c'est le plus grand argument de l'Ukraine, sa non-adhésion, bien sûr, pour aller chercher peut-être des concessions avec les pourparlers là, qui vont s'ouvrir. Et, euh, et donc, scénario donc exclu de cesser le feu à la coréenne. Par contre, il y a maintenant des bases de discussion qui sont mises de l'avant parce que j'ai cru entendre que même Trump a dit que l'Ukraine ne pourrait pas adhérer à l'Ukraine, pardon, adhérer à l'OTAN, donc que son statut futur va être davantage dans la neutralité. Donc, le scénario le plus plausible, ben, les discussions vont s'ouvrir et la base de discussion, c'est arracher peut-être des concessions russes en échange de la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Je pense que c'est le paramètre de base.
parce que si l'Ukraine n'utilise pas à bon escient ce paramètre-là, bah, il risque de se retrouver amputé au moins de 20% de son territoire. C'était dans mon plan de vous poser des questions par rapport à cette Union européenne qui semble être déphasée et pas tout à fait en accord avec, par rapport aux initiatives de Trump, Donald Trump. Je sais que vous-même, vous vous intéressez beaucoup à l'Europe. Ma question, c'est quoi votre perception de la politique de l'Europe vis-à-vis de cette guerre? Ben, j'ai envie de répondre de quelle Europe on en parle parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Hein, j'ai écrit un article, deux articles même sur l'Europe là, qui s'est otanisée bien avant la guerre, même bien avant le début de la guerre. Et l'Union européenne, donc comme union, ça ressemble de plus en plus à une chimère, donc surtout si on considère l'actualité. Regardez, juste cette semaine, on a eu une rencontre au sommet en France. Il y a 27 pays européens. Il y en a le tiers, hein, même moins du tiers qui était présent, avec des résultats décevants parce que il y avait pas d'entente entre la France, par exemple, qui veut la jouer solo, qui veut des troupes au sol, et les autres qui sont fondamentalement contre. J'aimerais ça peut-être dire deux phrases sur la France parce que c'est francophone, parce qu'on connaît, et parce que aussi, moi, il me semble que la France, ça me rappelle la fable de La Fontaine, hein, Rachid. Une des fables, c'est la fameuse grenouille qui se prend pour un bœuf. Et la France, souvent, elle est malheureusement plus dans la politique spectacle qu'autre chose. Hein. Quand vous entendez leur ministre des Affaires étrangères qui a dit il n'y a pas longtemps que si jamais Lavrov l'appelle, il ne prendrait pas l'appel. Moi, je pense qu'ils sont en train encore de descendre plus bas qu'ils ne le sont. Et puis, la réalité est que la France, aujourd'hui, c'est tout comme l'Angleterre d'ailleurs, c'est une puissance intermédiaire. Hein. Donc, ce n'est pas une grande puissance. Et ils sont encore dans cette logique-là d'infliger une défaite stratégique à la Russie. C'est vraiment un non-sens. On peut pas, je sais pas, c'est probablement chez toi que j'avais dit que même une poule hein, ne peut pas croire qu'un coq peut battre un ours, hein, Rachid. Je pense que Oui, ça oui. on en a parlé au moins une fois. Donc l'Europe, elle est, je pense, prise au piège de son narratif. Hein. Euh, et son narratif, il n'était même pas défini parce qu'au départ, c'était on va aider l'Ukraine à atteindre ses objectifs. Et c'est quoi les objectifs de l'Ukraine si vous leur dites, par exemple, est-ce que la Crimée était incluse? Ils ne le savaient pas. Donc, il n'y avait pas de stratégie, si ce n'est ben, défaite stratégique de la Russie qui peut pas être un objectif. Ils sont également prisonniers de leur narratif de Russie impérialiste qui veut conquérir toute l'Ukraine, le, 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 toute l'Europe, pardon, l'Ukraine, c'est juste un hors-d'œuvre. On est vraiment dans le dogmatisme, l'idéologie, et j'ai bien peur que l'Europe, ça fait des années qu'il se tire dans les pieds et il continue à le faire. C'est un combat d'arrière-garde et on le voit encore au jour d'aujourd'hui. Hein. On se parle en ce moment, Rachid, au moment de ton émission, le président français est en train d'arriver ou il est arrivé Il à est une arrivé à rencontre. Washington aujourd'hui. Oui, Ah oui, ben, ah oui, j'entends. Mais ils s'attendent à quoi? Faire changer d'avis à Trump, sa politique, je je ne sais pense. pas, je sais pas Rachid, si vous avez suivi son dernier discours. Pour une fois, il donne une communication directe avec le public via son compte YouTube. Il a dit, à peu près grosso modo, qu'est-ce qu'il va dire comment s'appelle, la Poutine, de faire attention. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Oui, je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu, effectivement. Moi, je trouve ça tout simplement insensé. D'abord, un président qui veut obtenir des résultats, et il ne dit pas qu'est-ce qu'il va dire à un autre président. Hein. On est toujours dans la politique spectacle, improductive en règle générale. On est dans le paraître, on n'est pas dans l'atteinte de résultats. Et ce que je dis pour le président français, ben, ce n'est pas spécifiquement au président français. Rachid, tu te rappelles très très bien la séquence là qui m'a marqué, qui en a marqué également beaucoup, c'est quand le Biden, devant le chancelier allemand, qui dit on va fermer Nord Stream si jamais la guerre commence en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine, on ferme le gazoduc Nord Stream, qui est un gazoduc allemand. Hein. Bon, pour l'essentiel, il était allemand
et le chancelier allemand qui n'a pas branché, ça donne des sueurs froides. C'est ça l'Europe, c'est-à-dire incapable d'influer sur les événements et dans une perspective de court terme, de moyen terme, je ne vois personnellement pas de changement qui se dessine. Et c'est ça, quand, quand vous regardez au sein de l'Union européenne des extrémistes comme les républiques baltiques et la Pologne qui ont une haine viscérale de la Russie pour des raisons historiques hein, que je connais personnellement, et le reste de l'Europe qui suit ces politiques jusqu'au boutiste, moi, je me dis que l'Europe, tant qu'elle n'aura pas fait son autocritique, elle aura encore bien du pain noir sur sa table. Justement, j'ai remarqué, Rachid, dans vos interventions, vous faites souvent allusion au nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner. Donc, ma question, pouvez-vous nous définir votre vision à ce propos-là? Et de deux, est-ce qu'il y a un lien et ou bien où un impact de ce nouvel ordre mondial avec la guerre de l'Ukraine, en Ukraine? Ben, un jour, Rachid, il va falloir qu'on fasse une émission juste sur ce nouvel ordre mondial-là parce que c'est une réalité. Et si on regarde, par exemple, aujourd'hui, il y a un pouvoir, hein, appelons-le occidental, anglo-saxon, comme vous voulez, mais c'est ce pouvoir-là qui domine le monde. Il a, il a une mainmise hein, sur l'ensemble des institutions internationales. On parle de Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Agence internationale de l'énergie atomique, même la Cour pénale internationale. Et ce pouvoir-là, en plus, depuis l'effondrement de l'ex-URSS en 1990-91, les Américains, ils règnent sans partage sur le monde. Alors maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, c'est que on va dire autour de l'an 2000, je n'ai pas en tête la date exacte, mais autour de l'an 2000, a été créé le G20. C'est qui a créé le G20? C'est le G7, hein, les grandes puissances occidentales. Et le but, c'était d'intégrer les pays émergents dont le poids devenait de plus en plus important. Sauf que ce G20 rachète les pays qui sont à l'intérieur et c'est clair qu'ils ne sont pas là pour faire de la figuration, mais ils remettent carrément en cause hein, la mainmise de l'Occident sur les institutions internationales. Bah, certains le font ouvertement, comme aujourd'hui la Russie, la Chine aussi, dans une moindre mesure, et d'autres aussi le font, mais un peu plus sournoisement, mais efficacement. Exemple, le Brésil et l'Inde. D'ailleurs, c'est quand même extraordinaire. L'Inde, hein, ils ont été en mesure de faire valoir que le G20, ce n'est pas le lieu où on traite les questions de sécurité internationale. Ils ont refusé d'inviter Zelensky malgré l'insistance des Occidentaux. Et même plus que ça, dans le communiqué commun de leurs deux dernières rencontres, ils ont refusé de mettre la guerre contre l'Ukraine. Ils ont accepté la guerre en Ukraine. C'est juste avec ces détails-là, on voit le poids de plus en plus important qu'occupent ces pays-là qui ne sont pas des pays qui sont dans le G20, mais qui ne sont pas dans les pays du G7. Puis vous avez l'autre organisation qui est également très connue, elle est plus récente. Hein. C'est les BRICS. Les BRICS, c'est autour de 2010, si ma mémoire est bonne. Et les BRICS, c'est une idée russe. Hein. Ils ont été créés pour donner les moyens justement de réformer la gouvernance mondiale, comme je viens de le dire, dominée par l'Occident. Donc, c'est pour permettre à leurs économies de mieux se faire entendre et davantage faire valoir leurs droits. Et ces pays-là, ils entendent renforcer leur poids pour faire avancer leur point de vue, forcément. Alors, maintenant, si on regarde la guerre actuelle en Ukraine, la guerre actuelle en Ukraine, elle nous a montré à quel point le système financier international est un système international, mais occidental. La preuve, bah, le gel des avoirs russes, l'exclusion de la Russie du système SWIFT, ce qui fait qu'il n'y a pas de neutralité du système international. Donc, c'est juste un leurre, un mirage.
Et ça irrite énormément, pas juste la Russie, mais l'ensemble des pays, on va dire, non occidentaux. Et, euh, et ici, je dois quand même ouvrir une parenthèse qui est très importante, Rachid, c'est que chez nous, en Occident, chez nous au Canada aussi, on entend souvent des politiciens, des journalistes pour dire que bah, il y a un rejet de l'Occident. Moi, c'est pas comme ça que je vois tout à fait les choses, Rachid. C'est parce que je distingue ce qui est rejeté. Il faut distinguer ce qui est rejeté. Ce qui est rejeté, ce sont les sanctions, c'est le diktat, c'est l'unilatéralisme, c'est le double standard de l'Occident. Ce ne sont pas les valeurs en lien avec la démocratie et les droits qui sont rejetées. Cette nuance-là, je pense qu'elle s'impose parce qu'elle est importante. Et on le sait, hein, l'Occident, c'est vraiment le champion du double standard. On l'a vu avec les guerres, hein, la guerre de Bush, Mladic qui a été devant le tribunal international, pas Sharon, et j'en passe. Et les sanctions, bon, bah, à force de sanctionner, parce que ce n'est pas juste la Russie, les régions qui sont sanctionnés, bah, on sanctionne à tout bout de champ et on ne se rend pas compte qu'on se coupe du reste du monde. Donc, ça donne que l'Occident se retrouve dans une certaine réalité parallèle. Et la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, pour la première fois, vous avez un pays qui ose remettre en cause, hein, cet ordre établi. Et il le fait de façon véhémente. La particularité de ce pays, c'est qu'il a la puissance militaire pour le faire. Et la conséquence, ben, on le voit, il y a de nouvelles alliances qui se dessinent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que aujourd'hui, bah, c'est plus ou moins la confrontation frontale avec des pays comme la Russie et la Chine et dans une moindre mesure avec les autres puissances donc, du G20. La guerre en Ukraine, si elle a un mérite à arracher, euh, bien sûr le mot mérite entre guillemets, c'est qu'elle a accéléré l'avènement de certains événements inéluctables. Donc on ose se poser les bonnes questions où le monde ne sera pas, les règles de conduite du monde ne seront pas dictées par l'Occident tout seul. J'aimerais peut-être faire un clin d'œil, toujours on est dans le nouvel ordre mondial, de ce que ça peut être le nouvel ordre mondial, hein. Si on regarde la guerre du Moyen-Orient, Rachid, hein, le Moyen-Orient, c'est géré par l'Occident depuis toujours, depuis trois quarts de siècle. Et c'est un fiasco total. Et qu'est-ce que la Chine, ils ont fait? Ben, ils ont été capables d'obtenir un accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Sauf que ce n'est pas au ministre chinois des Affaires étrangères qu'on a donné le prix Nobel, comment il s'appelle, le président Obama. Juste pour des paroles, juste pour de belles paroles, il a Et en plus obtenu. de ça, à peine il vient de commencer son mandat, on ne sait même pas c'est quoi sa politique à venir, on lui a donné un prix Nobel. Ça, c'est incompréhensible, hein. Ah ben, tout à fait, regarde Rachid. Moi, peut-être, si j'ai un mérite, c'est de regarder ce conflit-là, ce conflit au Moyen-Orient, ce conflit en Ukraine, à travers les bouleversements mondiaux en cours. Il n'y a aucune idéologie dans mon approche. J'essaie de comprendre, Mhm. d'avoir le moins d'a priori possible et d'expliquer. Euh, Dernière chose, peut-être parce qu'on parle de nouvel ordre mondial, Bon. ces jours-ci, vous avez probablement entendu beaucoup de commentateurs dire que Trump il veut s'allier à la Russie pour la désaccoupler de la Chine, hein. Là aussi, Oui. c'est pour m'inscrire totalement en faux avec ces propos-là, parce que parce que, parce que d'abord, c'est les mêmes personnes qui nous disaient il y a quelques mois encore que la Russie est dans les bras de la Chine du fait que la Chine les soutient. Et moi, j'ai eu l'occasion de dire que le soutien de la Chine, il est économique, pas militaire du tout. Et puis, en Occident, on a quand même perdu une belle qualité, hein, qui était là les années passées. C'est que il y a un mot qui s'appelle loyauté qui a malheureusement disparu dans le langage politique qui est tellement rare, mais je pense qu'on doit reconnaître
aux Russes ce mérite-là d'être loyaux et ça, si ça se corse entre les États-Unis et l'Ukraine, c'est clair, pas l'Ukraine, mais la Chine, et clairement, les Russes vont aider les Chinois comme les Chinois les ont aidés économiquement, pas plus. Donc, il y a tellement d'événements qui s'accélèrent, mon cher Rachid. Ça me rappelle, ou bien ça nous fait penser à comment dirais-je, à une phrase très, très célèbre de Vladimir Lénine qui a dit, il y a des décennies où rien ne se passe, et il y a des semaines où des décennies se produisent. On est en train d'assister exactement à ça. Donc, On peut enlever des semaines et mettre des jours, hein. Des fois, en une journée, il y a de tels bouleversements tout à fait. Ceci nous ramène à ma dernière question. Rachid, vos propos en général et votre analyse sur la guerre en Ukraine en particulier ne s'harmonisent pas beaucoup trop avec la position officielle de notre pays d'adoption qui est le Canada. Êtes-vous conscient de cela? Et de deux, comment vous vous situez par rapport à cela? clairement, regarde, on est en train de se parler aujourd'hui de notre Premier ministre, Justin Trudeau. Il est à Kiev, hein, pour soutenir, l'Ukraine. Euh, j'ai pas de problème avec ça. J'ai des problèmes qui sont ailleurs, que j'ai expliqué de par le passé, que le Canada aurait pu quand même jouer une belle carte, hein. Je l'ai expliqué chez toi dans au moins une ou deux émissions. C'est les fameux accords de Minsk où le Canada aurait pu servir d'exemple que oui, la Ne serait sur le plan décentralisation. linguistique, ne serait sur le plan linguistique, comme vous l'avez Exact. dit. Ouais, ça c'est une autre émission, Rachid, qu'on a fait sur Tout à le fait. paradoxe des langues en Et Ukraine. vous Exact. êtes le premier, jusqu'à date, rares sont ceux qui l'ont mentionné dans leurs analyses. Ah, ouais. Alors, moi, comme tu sais probablement, je me définis d'abord, moi, à la base, avant tout, comme un scientifique. Donc, tout ça pour dire que l'idéologie, la religion, c'est quasiment zéro emprise sur moi. Et je m'inscris dans une certaine démarche qui transcende, hein, mon origine, le pays où c'est que j'ai vécu, où est-ce que je vis maintenant. Donc, je suis vraiment dans la pédagogie également, parce que les gens ont besoin de comprendre. J'essaie d'utiliser les mots les plus simples possibles, des fois pour expliquer peut-être des choses qui sont pas faciles à expliquer, on va dire. Donc, dans le cas du conflit qui nous intéresse, moi, je considère que on n'informe pas les Canadiens, nos concitoyens. On les mobilise derrière l'Ukraine. Et moi, ce que je fais, j'exerce ma citoyenneté pleine et entière en essayant peut-être d'apporter cette partie-là qui n'est pas disponible au niveau de nos médias. Contrairement à beaucoup de médias, nos médias ne montent pas, mais ils donnent des fois des demi-vérités. Je laisserai le soin à chacun de trouver elle est où la différence entre le mensonge et demi-vérité, mais moi, quand ils ont fermé le bureau de Radio-Canada à Moscou, j'ai fait un post, un Facebook, pour dire que c'est une excellente chose que ce bureau-là ait été fermé, parce que nos journalistes ne nous transmettent qu'un seul son de cloche. Je l'ai résumé une fois chez toi, Rachid, ce son de cloche. Tout à l'heure, je t'ai parlé de Donetsk, hein. Donetsk, Tout à fait. la République sécessionniste de Donetsk, ils ont vécu le calvaire depuis 2014. Et les deux côtés ont vécu le calvaire. Les forces sécessionnistes appuyées par Moscou bombardaient les villages habités par des Ukrainiens rattachés à Kiev. Et le centre-ville et l'aéroport qui étaient aux mains des sécessionnistes, ils étaient bombardés régulièrement de la part des forces gouvernementales. Jamais Radio-Canada nous a montré cette séquence-là où ce sont les forces gouvernementales qui bombardaient la partie qui était aux mains des séparatistes. C'est de ça que je parle quand je dis on nous donne des demi-vérités. Et par ailleurs, moi, je sais que le Canada, le Québec, ils m'ont beaucoup donné, beaucoup apporté. Et la vie m'a privilégié. Tout ce que je fais, c'est redonner, hein. Donc, ce que je sais, je- du moins je pense savoir,
je le partage sans aucun complexe et sans attente, hein, Rachid. Je suis retraité, comme tu le sais probablement, et donc ma Oui, carrière est derrière moi. tout à fait. Bon, cher Rachid, c'est toujours un plaisir de vous interroger sur l'actualité. Donc, comme les événements s'accélèrent, certainement, vous allez revenir pour nous éclaircir sur ce que va nous donner l'avenir par rapport à cette nouvelle ordre mondiale, mais surtout par rapport à cette guerre Ukraine-Russie. Juste une petite question toute courte là, avant de clôturer notre émission. Macron, dans son intervention envers le public via YouTube, il a parlé de 1000 morts par jour durant les 3 dernières années de guerre Ukraine et Russie. Donc, ce qui nous donne à peu près, multiplié par 365 jours, multiplié par 3, à peu près un peu plus d'1 million de morts. C'est qui a subi le plus de pertes d'après vous? Entre la Russie et les Russes, les Ukrainiens, c'est qui a subi le plus d'après vous de pertes? Euh, Moi, je suis pas expert militaire, j'ai pas fait d'académie militaire, mais je pense que ça prend pas une expertise pour Oui, comprendre que cette guerre. C'est une guerre d'attrition, donc c'est les obus, hein, et les obus, on est dans un rapport de 1 pour 10 en faveur des Russes. Donc, c'est les Russes qui bombardent quasi systématiquement les Ukrainiens. Donc, probablement, je ne peux pas situer de chiffres qui est beaucoup plus de pertes du côté ukrainien que du côté russe, hein. Et ça, c'est aux antipodes, c'est à l'inverse de ce que nous présentent beaucoup de médias qui nous disent que les Russes attaquent massivement. Je n'ai vu aucune attaque massive des Russes. Toutes les attaques sont des attaques préparées. Maintenant, concernant le point là que tu as dit, ben, notre prochaine rencontre, ben, j'espère que cette guerre va s'arrêter et que j'espère. ben, tu auras l'honneur de m'inviter pour parler, ben, c'est quoi les perspectives maintenant que les deux pays ont signé la paix. Peut-être que, peut-être que moi, je vais mijoter un voyage dans deux pays alors, hein. Donc, il va falloir que j'aille au Donbass, que je connais. Donc, il faut que j'aille en Russie. Puis que j'aille à Kiev aussi, qui est en Ukraine. Peut-être que ça va se réaliser en 2026. Moi, j'ai quitté l'Ukraine en 1986. Donc, 2026, ça va faire 40 ans. Ben, ça ferait peut-être un beau voyage en Ukraine et en Russie pour moi, Tout si à la fait. paix est là entre-temps. Merci, mon cher Rachid. Merci beaucoup. Ben, merci. ماذا وين كنت قيمنا دينار إنسان مليل ديال سنتال نظن إيش بان وكين دارني هاتملي لي نظن كذا غاشي بن حداديا ودينار قيمة تلويث